Bien, bonjour. Aujourd'hui, nous parlerons de la sécurité, de la fiabilité du logiciel. Les dernières semaines, nous avons vu un certain nombre de dessins comme ceci qui représentent des modèles, des architectures de systèmes. Ces modèles sont très utiles pour décrire les buts de sécurité d'un système, pour décrire l'approche, pour garantir la sécurité de ce système, mais il faut comprendre qu'ils ne valent pas grand-chose si une composante peut en contourner une autre ou si la sécurité d'une composante peut être compromise. Ce type de contournement ou de compromis est très fréquent dans un grand nombre de systèmes, non seulement en informatique. Il peut se produire à cause d'erreurs dans la conception des systèmes, mais très souvent, il découle de failles dans les mises en œuvre de systèmes. Parfois, ce sont des failles apparemment minuscules et apparemment anodines, mais qui peuvent avoir des conséquences tout à fait catastrophiques. Certaines de ces failles, un grand nombre de ces failles, découlent de la brèche qu'il peut y avoir entre les modèles de haut niveau du calcul et les attaques qui peuvent se placer en dehors de ces modèles. En effet, la programmation moderne se sert surtout de langages de haut niveau dans lesquels les programmes manipulent des nombres entiers, des tableaux, des arbres, des fonctions et d'autres objets abstraits, plutôt que juste des symboles binaires ou des signaux électriques. Quand une fonction est appelée, elle reçoit des arguments des types attendus, puis elle fait ses calculs du début à la fin, puis elle rend ses résultats. Pourtant, un attaquant n'est pas restreint par ces conventions. Il peut fournir des arguments qui ne sont pas conformes à ce que la fonction attend et réussir à déclencher des erreurs. C'est ainsi, par exemple, qu'opèrent les attaques par des fichiers JPEG et PDF que j'évoquais dans la leçon inaugurale. L'attaquant peut aussi trouver des moyens pour appeler une fonction de sorte que les calculs démarrent à mi-chemin, comme nous le verrons. Il peut ainsi contourner des pas préliminaires qui sont souvent essentiels à la sécurité des calculs. Les attaques de ce type, qui sont très importantes en pratique, demandent souvent une compréhension assez détaillée des particularités des systèmes attaqués. Je vais en esquisser un exemple très simple et très concret avec le petit fragment de programme suivant. Comme vous voyez, même si mes transparents en anglais, je me permets de faire des commentaires en français, puisque les commentaires ne comptent pas. Donc, les lignes qui commencent avec des barres sont des commentaires. Nous définissons une fonction f qui prend deux arguments, un nombre entier x et un caractère y, et la fonction donne un résultat entier. Elle a une variable locale t, c'est un tableau de taille 16 qui est censé contenir des caractères. Nous pouvons donner des valeurs initiales aux entrées du tableau, c'est sans importance. Puis nous donnons la valeur y à l'entrée x de t. Et à la fin, le résultat 0 signale juste que la fonction a bien tourné. Normalement, un usager de cette fonction f pourrait l'appeler avec des arguments comme x égale 0, x égale 1 ou x égale 15, et y égale a ou y égale z. Mais rien n'empêche un attaquant d'appeler f avec x égale 1000, par exemple. Dans des langages de programmation comme C et C++, qui sont très utilisés, on n'exige pas que les indices comme x respectent bien la taille des tableaux correspondants. Si x est trop grand ou trop petit, l'affectation tx égale y va écraser une case de mémoire en dehors des limites espérées pour t, grosso modo à l'adresse de t plus x multiplié par une constante. L'attaquant peut ainsi modifier des données auxquelles il ne devrait pas avoir accès. Dans le cas où ces données indiquent quelles opérations seront exécutées plus tard, l'attaquant peut prendre contrôle du programme. Pour parer de cette attaque, bien sûr, il suffit de vérifier que 0 est plus petit que x, plus petit que 16. Et des langages de programmation comme ML et Java font de telles vérifications automatiquement et sont préférables à C et C++ de ce point de vue. Pourtant, il y a énormément de logiciels dans le monde où ce type d'erreur peut arriver.
Nous pouvons alors nous poser un certain nombre de questions. Nous supposons que l'attaquant choisit les entrées pour cette fonction avec le but de modifier une adresse en mémoire à une certaine distance de l'adresse du tableau T. Mais est-ce que l'attaquant peut trouver la vulnérabilité et en fait appeler la fonction f? Il se pourrait que la fonction f soit interne au système et que l'attaquant ne puisse y avoir accès qu'indirectement. Son attaque est donc plus difficile. Ou est-ce que l'attaquant peut identifier de bonnes cibles, de bonnes adresses à modifier? Ou encore, est-ce que l'attaquant peut prédire l'adresse du tableau T, ce qui est essentiel pour ensuite pouvoir calculer la distance à l'adresse qu'il veut modifier? Ou enfin, est-ce que l'attaque va marcher à tous les coups, systématiquement, ou est-ce qu'au contraire, elle va causer des pannes dans l'ordinateur qui vont permettre de détecter l'attaque? Ces questions sont d'importance pratique et elles mènent aussi à des idées pour parer ou contrer les attaques. Par exemple, comme nous le verrons, une possibilité est de rendre plus difficile de prédire l'adresse du tableau T pour que l'attaquant ait plus de mal à monter son attaque. Je veux vous montrer à un assez haut niveau deux exemples où un débordement comme celui que nous avons vu mène plus tard à des conséquences catastrophiques où un attaquant peut contrôler une machine ou se connecter sur un serveur sans donner son mot de passe en prétendant être un usage illégitime. Le premier est une attaque sur un web server qui s'appelle null HTTPD. Dans ce web server, il est possible pour un client de lancer des programmes grâce au mécanisme qui s'appelle CGI-bin. CGI-bin permet au client de faire des requêtes comme celle-ci, et quand cette requête est reçue, un programme qui est dans le répertoire indiqué par la variable CGI-bin est lancé. Or, ce serveur contient une erreur de débordement de tampon similaire à celle que je viens de montrer, mais bien sûr bien compliquée. Et cette erreur permet à l'attaquant de modifier la valeur de cette variable. Et ainsi, quand l'attaquant fait une requête, on ne va pas trouver le programme dans le bon répertoire, mais dans un répertoire qu'il a choisi, et il peut lancer un shell sur Linux et ainsi prendre le contrôle de la machine. Une autre attaque astucieuse est contre le système de communication SSH. Dans une version de SSH, il y avait une erreur de codage, un débordement comme celui que nous avons vu, qui était déclenché par une lecture d'un paquet. SSH est un système de communication sécurisé où un client établit une communication avec du chiffrement et peut s'authentifier en fournissant des mots de passe ou d'autres certificats. Grâce au débordement, l'attaquant pouvait faire changer l'état de la connexion. Au départ, la connexion est censée être non authentifiée. Elle devient authentifiée normalement quand le client fournit un bon mot de passe, par exemple. Mais l'attaquant réussissait à contourner cette vérification de mot de passe tout simplement en modifiant le booléen auth qui indiquait si la connexion était authentifiée. Voilà. Et il se connectait sur le serveur comme si c'était un client authentifié. Ces deux attaques sont ingénieuses, elles ne sont pourtant pas typiques. Il s'agit d'attaques qu'on appelle data only, seulement données, parce qu'elles n'introduisent pas de code dans la cible de l'attaque. La plupart des attaques que nous verrons utilisent du code créé par l'attaquant et introduit dans le système par l'attaquant. L'introduction de code est aussi très importante dans des attaques de plus haut niveau, comme SQL injection ou cross-site scripting que John Mitchell a évoqué dans son séminaire du 16 mars. Dans le reste de cette séance, je vais pourtant parler plutôt d'attaques de plus bas niveau, souvent des attaques qui introduisent du code x86. Donc il y a un grand nombre d'attaques et celles-ci ont motivé
beaucoup de travaux qui visent à les éliminer ou à en mitiger les effets. D'une part, certains travaux développent des analyses statiques ou des preuves de correction pour montrer qu'il n'y a pas d'erreur dans les programmes et pour éviter des problèmes comme ceux que j'ai montrés. D'autres tentent de développer des langages plus sûrs où les erreurs sont plus difficiles, voire impossibles. D'autre part, on peut tenter de minimiser les effets des attaques. Même s'il y a un débordement de tampon, par exemple, on pourrait tenter de réduire ce que l'attaquant peut faire après. Il y a ainsi un certain nombre de techniques de mitigation dynamique. Il y a aussi des idées de défense en profondeur, où on tourne le logiciel vulnérable sur des machines qu'on est prêt à sacrifier, dans des machines virtuelles ou avec très peu de privilèges. Enfin, bien sûr, il y a tout un système de mise à jour du logiciel qui est très important en pratique depuis quelques années et qui a été énormément bénéfique, même si parfois les mises à jour de logiciel permettent aux attaquants de découvrir des attaques, puisqu'ils peuvent comparer de vieilles versions du logiciel aux nouvelles versions et ainsi comprendre ce qui a été réparé. Ils peuvent ensuite attaquer les vieilles versions du logiciel. Il y a quelques autres dimensions dans la sécurité du logiciel que j'évoquerai très peu ou pas du tout, comme par exemple la certification qui apparaîtra peut-être un peu plus tard dans le cours, ou les aspects contractuels, ou encore la protection contre reverse engineering, la rétro-ingénierie. Dans le cours d'aujourd'hui, je vais surtout parler des langages de programmation et des techniques de mitigation dynamique. Donc, il y a un grand nombre de méthodes d'attaque de très bas niveau et je vais vous en montrer quelques-unes. Il y a également un certain nombre de techniques de défense et nous voyons une véritable course aux armements dans ce domaine. Il faut comprendre que ces défenses ne sont pas nécessairement parfaites. La raison pour laquelle il y a toujours de nouvelles attaques, c'est que chaque défense ne fait que réparer un certain nombre de problèmes dans certains cas précis. Les défenses ne sont pas toujours très bien comprises. Parfois, il n'y a pas vraiment une théorie correspondante qui explique à quoi sert la défense et quelles en sont les garanties. Néanmoins, ces défenses sont bien utiles et elles sont très largement utilisées dans des systèmes comme Linux ou comme Windows. Je vais commencer par les dépassements de tampons. C'est une très vieille attaque, qui doit avoir une vingtaine d'années au moins. Elle reste pourtant d'actualité. En préparant le cours, j'ai été regarder la presse et en effet, de nouveaux dépassements de tampons sont encore découverts. Je vais expliquer ceci en pseudocode plutôt qu'en C, mais je pense que vous n'aurez pas de mal à traduire vers votre langage favori, si vous en avez. Supposons que nous avons une fonction f qui attend un argument arg et qui a une variable locale t pour laquelle on alloue une taille n et qu'on copie le contenu de l'argument dans la variable locale t avec l'idée que la taille de l'argument, de la taille du contenu de l'argument, est tout au plus n. Dans la mémoire de l'ordinateur, nous pourrions avoir un espace réservé pour la variable locale, suivi d'un espace où nous gardons l'adresse de retour. C'est l'adresse à laquelle le contrôle de l'ordinateur ira une fois que la fonction f aura tourné. Typiquement, c'est l'adresse de l'appeleur de la fonction f qui reprendra le contrôle de l'exécution après l'exécution de f. Une fois que l'argument est copié, bien sûr, il prend la place allouée pour la variable locale t. Mais la taille de l'argument peut être trop grande, et si elle n'est pas vérifiée statiquement ou dynamiquement, on peut avoir des problèmes. Par exemple, il se pourrait qu'une partie de l'argument écrase une partie de l'adresse de retour, ou même toute l'adresse de retour. Et dans ce cas-là, une partie de l'argument sera interprétée comme une nouvelle adresse de retour.
que l'appeleur le veuille ou non. C'est comme ça que va marcher l'ordinateur. Il se pourrait aussi que une partie de l'argument soit interprétable comme du code, comme un programme. Et si la nouvelle adresse de retour pointe vers le code, dirige le contrôle vers le code, l'attaquant peut ainsi prendre le contrôle de la machine. Une fois que la fonction f veut compléter son travail et retourner à son appeleur, cette adresse est utilisée pour transférer le contrôle au code qui est choisi par l'attaquant et qui peut faire exactement ce que l'attaquant veut. Une idée pour parer cette attaque est de placer des quantités connues, fixes ou aléatoires, entre les variables locales et les adresses de retour. C'est ce qu'on appelle les canaries, par analogie avec les canaries dans les mines. Ici, je place le canary Tweety, et si jamais un attaquant écrase la chaîne de caractères Tweety, des instructions particulières dans la séquence d'appel peuvent détecter qu'il y a eu un changement et que quelque chose s'est mal passé et arrêter l'exécution du programme. Cette idée des canaries est très efficace et elle empêche un énorme nombre de dépassements de tampons. Elle est très largement utilisée dans les systèmes d'exploitation modernes, mais bien sûr, elle ne garantit rien quand elle n'est pas utilisée. Et même dans les systèmes où elle est utilisée, elle n'est pas nécessairement utilisée partout et il reste des attaques possibles. Et on en voit régulièrement. De plus, cette technique est jugée un peu coûteuse, d'où elle n'est pas utilisée partout systématiquement. Et elle ne sert à rien si des données qui ont été modifiées par l'attaquant, par un argument qui est trop gros, sont utilisées avant le retour de la fonction. Par exemple, l'attaquant pourrait écraser un pointeur vers une fonction qui sera utilisé peut-être avant le retour de la fonction. De plus, il y a un grand nombre de types de dépassements de tampons. Ils ne sont pas tous sur la pile. Il y en a aussi dans le tas. Il y a un grand nombre d'autres vulnérabilités liées à la gestion de la mémoire. Et les canaries ne font rien contre ce type de problème. On doit donc trouver d'autres techniques. Une idée, puisque nous venons de parler du contrôle des flux d'information, et d'utiliser un système de contrôle de flux d'information avec des notions d'intégrité et de tracer le fait que l'adresse de retour doit avoir un bon niveau d'intégrité. C'est une idée qui a été développée dans des travaux de recherche. Ici, je vais plutôt vous expliquer d'autres techniques qui ne s'appuient pas sur des modèles à base de contrôle de flux d'information. Une première idée est d'observer que, comme un certain nombre d'attaques introduisent du code dans le système et veulent exécuter ce code, on pourrait tout simplement tenter de bloquer ces attaques-là en imposant que les données qui sont écrites par le programme ou par l'attaquant ne peuvent pas être exécutées. C'est une condition qui est facile à réaliser dans le logiciel x86 et d'autres logiciels courants et ne coûte pas grand-chose. Bien sûr, il faut faire des exceptions. Par exemple, si on a un compilateur, il va bien sûr écrire des données en mémoire et ces données devront être exécutées puisqu'il s'agit d'un programme. Et donc, on ne peut pas utiliser cette défense partout. Et c'est là déjà une possibilité d'attaquer des systèmes qui utilisent NX via les compilateurs, comme nous le verrons par ailleurs. Avec NX, on restreint ce que l'attaquant peut exécuter, enfin, plus largement, on restreint quels sont les octets en mémoire qui peuvent être interprétés comme du code. Sur une machine x86, au départ sans NX, tous les octets de mémoire qui contiennent des données ou du code peuvent en principe être exécutés. Avec NX, les données ne sont pas exécutables. Sur une machine RISC où le format des instructions est régulier, on peut de plus contraindre l'exécution à commencer
au premier octet d'une instruction, plutôt que n'importe où dans une instruction, ce qui est aussi assez utile. Pourtant, même avec NX, l'attaquant peut encore tourner du code pourvu que ce code existe d'avance dans le système. Et un certain nombre d'attaques, comme celle appelée Jump to libc, utilisent des astuces pour exploiter du code qui est déjà présent dans le système. Il peut s'agir de code du programme, mais lancé dans un état inattendu. Il peut s'agir d'une fonction du système des librairies, comme la fonction system, ou le shell dans l'exemple de tout à l'heure, de serveur null HTTPD. Il peut s'agir de code mort, de code qui normalement n'est jamais tourné, ou encore de code qui se trouve au milieu d'une fonction. Si l'attaquant trouve un moyen de transférer le contrôle au milieu de la fonction plutôt qu'au début, il contournera peut-être des vérifications préliminaires. Ou enfin, du code accidentel, du code qui n'est pas censé être du code, par exemple du code qui commence à la moitié d'une instruction du programme qui a été installé dans la machine. Par exemple, voici deux instructions de x86 qui font, je ne sais plus trop quoi, test, set and zb. Si l'attaquant réussit à transférer le contrôle juste après le F7, mais avant le C7, on peut les interpréter d'une façon différente et en tirer les 4 instructions suivantes qui font des choses complètement différentes et qui peuvent être utiles pour une attaque. Notez que la dernière instruction, c'est un ret, un return, qui retourne le contrôle, qui rend le contrôle. Ceci est intéressant parce que cela permet à l'attaquant de reprendre le contrôle. Ainsi, dans des techniques récentes qui s'appellent Return Oriented Programming, qui sont très à la mode, l'attaquant utilise un grand nombre de petits morceaux de code comme celui-ci, qui terminent accidentellement parfois avec des instructions ret, pour pouvoir les utiliser comme sous-routine, comme fragment de son attaque. À chaque fois qu'il appelle un de ces morceaux, il reprend le contrôle après grâce à cette instruction ret qui se trouve à la fin du fragment. Une autre idée est d'observer que très souvent les attaques dépendent des adresses. Dans la première attaque que j'ai montrée, elle dépendait de l'adresse du tableau T. On peut donc se dire qu'il serait bon de faire en sorte que l'attaquant ne puisse pas prédire ces adresses, de les choisir de façon aléatoire. Cette idée de choisir des adresses aléatoires existe depuis le début des grands espaces de mémoire 64 bits. Elle a été explorée notamment par Drouchel et Peterson en début des années 90 dans un article où ils parlaient de techniques de communication sur des multiprocesseurs. Et la communication se faisait par des buffers, qui s'appelaient des FBuffs, qui étaient protégés par cette méthode où ils plaçaient les FBuffs à des endroits aléatoires dans la mémoire. Anecdotiquement, cette idée est parue dans un rapport technique de l'Université de l'Arizona et ils ont soumis leur article à une grande conférence et bien sûr, ils se sont fait rejeter. Les référés ont trouvé que cette technique était un peu louche, qu'elle ne fournissait aucune garantie réelle. Ils ont très humblement nettoyé l'article et éliminé cette technique. Et ensuite, ils ont resoumis une autre grande conférence où l'article est paru sans cette technique. Et elle est restée donc dans un rapport technique obscur de l'Université de l'Arizona, ce qui montre que les référés n'ont pas toujours raison, je pense. Ce qui montre aussi qu'il est intéressant de pouvoir établir des garanties précises pour ce type de technique, ce qui est toujours un problème difficile sur lequel on commence à avancer juste maintenant. Depuis, on a beaucoup utilisé cette technique. Elle apparaît dans un patch pour Linux qui s'appelle PAX. Elle apparaît aussi dans Windows à partir de Vista sous le nom de ASLR, Address Space Layout Randomization. Les choix aléatoires peuvent se faire à des moments différents, quand on construit le système, quand on l'installe, quand on le boot ou quand on le charge. Dans Vista, le compilateur et l'environnement d'exécution ont été modifiés
en sorte que les composantes du système d'exploitation ont de l'information qui leur permettent d'être à des endroits à peu près arbitraires en mémoire. Quand le système d'exploitation est lancé, les librairies du système sont chargées séquentiellement dans la mémoire, dans l'ordre où on en a besoin, à partir d'une adresse qui est choisie de façon aléatoire parmi un certain nombre de choix, 256 pour être plus précis. Ce n'est pas énorme, mais ça veut dire que l'attaquant qui voudrait prédire où se trouve une librairie particulière a moins de 1% de chance, ou moins d'un demi% de chance de réussir à le faire fiablement. Quand un processus de Vista est lancé après, s'il adopte ASLR, certaines autres adresses sont aussi choisies de façon aléatoire. On peut faire ASLR à une granularité assez grosse, par exemple prendre toutes les librairies, les données pour contrôler les threads. On peut le faire plus finement. D'un point de vue performance, il est important d'avoir des régions de mémoire assez grandes, contiguës, pour placer le code et les données. Avec ce choix, qui ne donne pas beaucoup de bits aléatoires pourtant, on n'a pas trop de coûts dans l'exécution du programme, on a juste un petit problème de compatibilité qui a été réglé. Donc ce choix aléatoire dépend du secret, bien sûr, du secret du placement des données, mais sur une machine à 32 bits, il n'y a pas vraiment de très grands secrets, et souvent, certains des bits des adresses sont prédictibles. De plus, le secret n'est pas toujours très bien protégé. Parfois, un programme envoie un pointeur vers l'extérieur, et ce pointeur peut révéler quelques informations sur l'emplacement en mémoire de certaines fonctions. Parfois, des fonctions peuvent être reconnues juste par leur comportement, ce qui a été utilisé par une attaque qui détectait des occurrences de la fonction sleep dans un système. En outre, le secret n'est parfois pas suffisant. Il y a une technique qui s'appelle heap spraying qui remplit de grandes parties de l'espace adressage de façon prédictible et peut même y mettre du code compilé avec un just-in-time compiler, et ce code qui pourra être exécuté puisqu'il n'est pas restreint par les défenses NX, qui n'affectent pas les compilateurs. Donc voilà notre pauvre Bob qui s'intéresse à un site web contrôlé par l'attaquant. Le site web est très attirant, donc Bob y va et charge une page web. Cette page web contient du JavaScript, comme l'a expliqué John Mitchell. Quand ce JavaScript tourne, il peut allouer une très grande région en mémoire et y mettre des objets. Un des objets pourrait être des données qui représentent du code pour un exploit, donc du code que l'attaquant veut faire tourner, et il peut précéder ce code par ce qu'on appelle un upslide. Un upslide, c'est tout simplement une longue séquence d'opérations qui ne font rien d'autre que transférer le code en avant jusqu'au moment où il atteint le exploit code. C'est une sorte de toboggan pour les attaques. Et il peut faire ça un grand nombre de fois pour bien remplir cette région. Une fois qu'il a rempli la région en utilisant un débordement de tampon quelque part dans le système, puisqu'il en reste toujours un, il se débrouille pour transférer le contrôle vers un des toboggans et ensuite il peut tourner son code. Et le fait qu'il soit difficile de prédire exactement où se trouvera tout ça n'est pas important puisque c'est tellement grand comme cible qu'il va réussir pratiquement à tous les coups. On peut tout de même remarquer que ce comportement de créer une très grande région de mémoire et la remplir de cette façon est peut-être assez inusuel et nous permettrait éventuellement de détecter cette attaque. Et donc, il y a déjà certaines techniques qui tentent de contrer les attaques par heap spraying en les détectant avant qu'elles n'aient fait ce transfert de contrôle. Cette attaque est pourtant très utilisée. Elle affecte un grand nombre de logiciels. Et de plus, elle n'est pas la seule attaque. Il y a des attaques encore plus tordues qui tendent à influencer le placement des objets dans le tas
par exemple Heap Feng Shui de Alex Sotirov. En somme, le développement et l'étude du placement aléatoire en mémoire est très actif, avec un grand nombre de variantes et d'améliorations en cours. Il y a aussi un grand nombre d'attaques qui s'améliorent et des techniques qui visent à détecter ou à mitiger les attaques. Dans l'ensemble, les choix aléatoires apparaissent dans un grand nombre de systèmes, sont très utilisés et marchent assez bien, même s'ils ne sont pas une panacée. Dans une étude de 2010, la compagnie Sequana observait que NX était assez largement utilisé, mais pas de façon très consistante dans toutes les versions du système d'exploitation, et que ASLR était assez utilisé aussi, mais que souvent, les développeurs l'utilisaient incorrectement et n'en tiraient aucune protection, ce qui est un peu inquiétant. Bon. Nous avons donc vu qu'une façon de parer les attaques consiste à remarquer qu'elles doivent introduire du code, qu'on peut alors rendre non exécutable, ou qu'elles dépendent des adresses, et on peut alors rendre plus difficile de prédire les adresses. Une autre remarque est qu'un grand nombre d'attaques ont comme but de changer le flow de contrôle d'un programme. Et on peut alors tenter de développer des techniques qui empêchent ces sortes de détournements de flow de contrôle. Et c'est l'idée de CFI, Control for Integrity. Control for Integrity n'est pas une technique, c'est une propriété qui dit que le comportement d'un programme est conforme à un graphe de flow de contrôle spécifié. Par exemple, on peut aller dans une vérification et puis dans une opération, mais qu'on ne peut pas faire l'opération directement en contournant la validation des arguments. Et c'est une propriété qui empêche un grand nombre d'attaques comme celle que nous avons vues. Il y a elle restreint davantage quels sont les octets que nous pouvons exécuter. Comme nous l'avons vu avec NX, les données ne sont déjà pas exécutables, mais on peut exécuter à peu près tout le code, même à partir du milieu de l'instruction sur x86. Avec CFI, on peut par exemple imposer que seulement le premier octet de chaque fonction est une destination permise pour les transferts de contrôle. On peut aussi restreindre davantage et dire par exemple que le début de la fonction B ne peut être atteint qu'à partir d'un octet particulier de la fonction A, ainsi restreignant encore plus le graphe de contrôle du programme. CFI étant une propriété, nous devons nous interroger sur des techniques pour la réaliser. Une possibilité qui s'appelle Program Shepherding, c'est une technique de Amara Singh et ses co-auteurs, consiste à développer des interpréteurs rapides pour le code de bas niveau. Et ces interpréteurs font des contrôles sur le flow de contrôle dynamiquement pendant l'exécution des programmes. Une deuxième idée est de modifier les compilateurs en sorte que ces compilateurs incluent des instructions qui vérifient tous les flows de contrôle à chaque fois qu'une instruction pourrait affecter le flow de contrôle. Une troisième possibilité est de travailler directement sur le code déjà compilé et le réécrire en y ajoutant des vérifications qui, à chaque fois qu'il y a une instruction qui pourrait affecter le flow de contrôle, vérifie que cette modification du flow de contrôle est permise. C'est le cas, par exemple, d'une technique qui s'appelle Pitchfield, où on vérifie dynamiquement que toutes les destinations des flows de contrôle finissent avec 2 zéros, par exemple. C'est la convention dans Pitchfield. Un système sur lequel j'ai travaillé se sert de la technique de réécriture. On y commence avec un programme déjà compilé et un graphe de flow de contrôle. Un système de réécriture insère des vérifications avant chaque transfert de contrôle. Ensuite,
le résultat est chargé dans la mémoire de l'ordinateur qui va le tourner. Mais avant de tourner le programme, on vérifie quand même que la réécriture s'est bien passée. Les systèmes de réécriture sont très fragiles et très compliqués, et donc il est prudent de ne pas trop en dépendre et ne pas trop y faire confiance. Par exemple, supposons que nous avons un programme C comme celui-ci. C'est une fonction foo. Parmi les arguments de foo, il y a un pointeur vers une fonction PF. Et ici, nous faisons un appel à la fonction PF. D'accord ? Supposons que le code n'est pas modifiable et que les données ne sont pas exécutables grâce à NX, mais que, à cause de corruption dans la mémoire, peut-être des dépassements de tampons quelque part dans le système, il se pourrait que la valeur de PF soit changée, qu'elle soit modifiée par un attaquant. Dans ce cas, dans le code x86 que nous tirons, qui est à peu près ça, un appel vers PF, qui va devenir une instruction call par un registre SEX, pourrait aller à peu près n'importe où. Et l'attaquant pourrait tourner un programme qui existe déjà dans le système quelque part. Ce que nous faisons, c'est insérer juste avant l'appel à travers le registre CX une petite vérification qui vise à assurer que l'adresse vers laquelle ECX pointe contient un identificateur qui est attendu. Ce type de vérification est une sorte de moniteur de référence, un moniteur de référence qu'on peut appeler inline puisqu'il est inséré dans le code. Plus en détail, cette CFI guard, ce moniteur de référence, compare l'identificateur qui se trouve dans le code qu'on est prêt à exécuter, qui devrait correspondre à la fonction PF, à la valeur actuelle de ECX. Ici, l'identificateur, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est un petit peu compliqué. On charge 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 sur un autre registre EAX. On ajoute 1, puis on compare. Si ça donne des valeurs différentes, on décide que c'est une erreur. La raison pour laquelle on ne charge pas directement la bonne constante et on compare est tout simplement que si on avait la même constante exactement qui apparaissait ici, il serait possible pour un attaquant de causer un flow de contrôle vers cette constante-là. Il faut absolument que les constantes soient uniques dans le code. Et donc, on doit faire ce petit truc en plus qui, franchement, n'a aucun intérêt fondamental. Mais c'est important. Un des attraits de CFI est qu'on peut décrire plus précisément et même prouver certaines des garanties qu'il fournit. Je veux vous donner une idée de à quoi ressemble une preuve de ce type. J'esquisserai ça à un très haut niveau et je comprends bien que certains des détails sont vraiment très techniques. Ce qui est surtout important est l'approche qui est suivie. Donc, je vais esquisser une définition d'une machine abstraite et de sa sémantique. Puis, on définit quand est-ce qu'un programme a été bien réécrit par rapport à un graphe de flow de contrôle donné. Enfin, on prouve que tous les comportements des programmes qui sont bien réécrits sont conformes au graphe de flow de contrôle. Pour le premier pas, pour définir une machine, on choisit un certain nombre d'instructions, comme des instructions pour additionner ou pour transférer le contrôle, un jump. On définit qu'est-ce que c'est qu'un état de la machine. Dans notre cas, un état de la machine va contenir du code, qui est une fonction qui envoie des adresses vers des instructions, une mémoire avec des données qui contient des entiers, par exemple, des registres et un program counter, un PC, qui dit où se trouve le contrôle à présent. Puis on définit une relation de transition, ou plusieurs relations de transition entre les états de la machine pour expliquer comment l'état de la machine peut évoluer pendant le calcul. Dans ce cas,
ce n'est pas très compliqué, bien sûr, c'est beaucoup plus simple que pour une vraie machine, puisque c'est un tout petit modèle que je vous montre, mais quand même, je ne vais pas entrer dans tous les détails. Je note juste que DC est une fonction qui décode les instructions. Selon l'instruction qui est trouvée en décodant le PC, on fait des transitions d'un état vers un autre état. Par exemple, si en décodant la mémoire qui contient du code à l'adresse représentée par le PC, on trouve une instruction jump avec un registre RS et que le banc de registre donne une certaine valeur qui est dans le code pour le registre RS, dans un pas d'exécution normal, on peut aller de cet état-ci vers cet autre état où la seule chose qui a changé est le PC. Ici, on a le PC de départ. Ici, le program counter contient la valeur qui était dans le registre RS. De plus, on ajoute une règle que je ne montre pas ici, qui montre que l'attaquant peut changer toute la mémoire de données à tout moment, ce qui correspond à la possibilité que l'attaquant peut déborder des tampons et corrompre l'état de la mémoire. Et les théorèmes que nous tirerons permettent cela. Ensuite, je dois définir quand est-ce qu'un programme a été bien réécrit. Encore une fois, c'est un petit peu technique. Essentiellement, avant chaque instruction qui peut transférer le contrôle, il faut qu'il y ait une petite préface qui vérifie que le transfert de contrôle est permis. Dans ce cas particulier, ce qu'on fait est en train de comparer l'adresse vers laquelle ira le contrôle à une valeur constante immédiate, im, et s'il y a une différence, on va vers une instruction halt. Bon. Enfin, on peut prouver un théorème qui essentiellement dit que si on démarre dans un état S0 avec un PC égal à 0 et qu'on tourne le programme un certain nombre de fois, un certain nombre de pas, et à chaque fois il s'agit d'un pas normal ou d'un pas de l'attaquant qui change la mémoire de l'ordinateur, alors à chaque pas, le PC dans l'état qu'on atteint est un des successeurs permis pour le PC pour l'état de départ d'après le graphe de flow de contrôle que nous avons imposé. Voilà. Ce type d'épreuve n'est pas très amusant et on peut bien sûr s'y tromper aussi, d'où l'intérêt de faire ces preuves automatiquement avec des outils de preuve. Et pour la méthode Pittsfield que j'évoquais tout à l'heure, ils ont en fait fait une preuve automatique avec l'outil ACL2. Bon, en revenant à des choses un peu plus concrètes, dans cette idée de Control Flow Integrity, on ne suppose pas que la mémoire est protégée. Elle peut changer à tout moment, la mémoire qui contient des données. Mais on peut utiliser CFI pour protéger la mémoire. Notamment, avant chaque opération qui pourrait accéder à la mémoire, on peut mettre une vérification, peut-être par des techniques de réécriture comme celles qu'on utilise pour CFI, et ensuite on peut imposer que les opérations sur la mémoire ne sont accessibles qu'en passant par cette vérification. En pratique, ce type de protection de mémoire est souvent jugé un peu coûteux et il n'est pas utilisé partout systématiquement, surtout quand d'autres techniques comme ASLR sont présentes et sont assez efficaces. Pourtant, des techniques comme CFI et SFI restent un sujet de recherche actif et sont utilisées dans des systèmes pratiques. Dans Microsoft, il y a un système qui s'appelle BGI, qui est utilisé pour débugger des device drivers de Windows et qui utilise des techniques de ce type. Et il y a aussi de Google un système d'extension des browsers qui s'appelle le Native Client et qui utilise des techniques comme celle-ci. Native Client est un système qui permet de tourner du code natif, du code x86 par exemple, à l'intérieur d'un sandbox
dans le browser Chrome. Chrome est un browser qui utilise plusieurs processus pour des raisons de sécurité. Certains des processus peuvent contenir des exécutables natifs qui sont protégés par des techniques comme CFI et SFI et qui permettent de lancer des calculs qui seraient beaucoup trop coûteux en JavaScript, des calculs interactifs, des jeux, de grande analyse de données ou des visualisations. Et à mon avis, c'est un système très prometteur et très intéressant. Bon, je vais finir la séance d'aujourd'hui en parlant des questions de sécurité dans les langages de programmation. L'idée que les langages peuvent aider à garantir des propriétés de sécurité est une très vieille idée qui remonte au début des années 70, tout au moins, et elle est tout à fait justifiée, ne serait-ce que du fait que les problèmes avec les tableaux, comme celui que nous avons vu, ne peuvent pas arriver dans des langages qui fournissent des garanties statiques fortes, comme Java et ML. En outre, les langages modernes sembleraient avoir beaucoup à contribuer à la sécurité. Ils ont des constructions pour protéger des données et des calculs, comme les objets, des techniques d'analyse statique, notamment des techniques pour garantir la sécurité de certaines régions de mémoire par typage, et ils ont une théorie sophistiquée avec des méthodes très utiles de preuve pour les analyses statiques et autres méthodes. Ainsi, un grand nombre de techniques en sécurité s'appuient sur des idées venues des langages de programmation et mettent en œuvre un certain nombre de vérifications statiques ou dynamiques faites au niveau des langages de programmation. Par exemple, dans un langage comme Java, nous pouvons écrire une classe C, une classe d'objets où chaque objet a une composante privée de type entier X. La méthode C est un constructeur pour la classe. Chaque fois qu'on construit un objet de cette classe, on passe un argument V qui sera la valeur initiale du champ X de l'objet qui est construit. Évidemment, dans cet exemple trivial, il n'y a aucun moyen d'accéder à X de l'extérieur. C'est une composante dite privée. On peut alors supposer que deux instances construites à partir de cette classe, C1 et C2, ne peuvent pas être distinguées par un autre programme écrit dans le même langage, puisque cet autre programme n'a aucun moyen d'accéder à X de l'extérieur. En utilisant le jargon de la théorie des langages de programmation, on peut dire qu'on a une équivalence observationnelle, qu'on ne peut pas observer de différence entre C1 et C2. Des exemples plus réalistes utilisent la protection et des notions comme private pour obtenir d'autres garanties de secret et d'intégrité. Une des propriétés clés pour cela est que les objets sont essentiellement des capabilités. On ne peut pas prendre un entier et en tirer un objet en visant à découvrir où dans la mémoire se trouve C1 ou C2, par exemple. Un autre exemple illustre la possibilité de faire des moniteurs de référence dans les langages de programmation même, en garantissant que ces moniteurs ne peuvent pas être contournés. Ici, nous définissons une classe de widgets avec une opération virtuelle qui prend comme argument une chaîne de caractères S. Il y a une sous-classe de widgets sûrs. Dans cette sous-classe, nous redéfinissons l'opération. La nouvelle version de l'opération d'abord valide les arguments et pourrait aussi vérifier l'identité de l'appeleur, bien que cela n'est pas montré dans l'exemple. Et ensuite, on appelle l'opération de base de la superclasse. Quand on a généré un secure widget, SW, et qu'on appelle l'opération, on ne peut pas contourner cette validation. Elle arrive automatiquement. Et dans le langage ici, qui s'avère est C#,
il n'y a aucun moyen de contourner cette validation et d'appeler directement l'opération de la superclasse. On doit pourtant être un peu prudent. Ce type d'exemple est assez compliqué, les langages de programmation sont assez compliqués, leurs librairies le sont encore davantage, alors que très souvent, la sécurité n'est concevable que si nos systèmes sont assez simples et compréhensibles. En outre, les descriptions des langages, leurs spécifications, même si elles sont formelles, décrivent rarement des propriétés de sécurité. Il se pourrait qu'une spécification d'un langage dise que chaque fois qu'on additionne 2 plus 3, on tire 5 comme sortie, mais la spécification d'un langage ne va pas dire qu'on ne peut pas diffuser le mot de passe de l'usager sur le réseau en même temps qu'on calcule le 5. Et il pourrait y avoir une mise en œuvre d'un langage qui fait cela. Une implantation peut ne pas être sûre, même si le langage est parfaitement conçu pour faire de l'arithmétique. Plus généralement, la sécurité n'est pas une propriété de langage, mais une sécurité de système. Et les systèmes comprennent non seulement des langages, mais aussi des outils comme des compilateurs et des debuggers, des usagers, des systèmes d'exploitation, des fichiers de configuration, et tout doit bien marcher et bien marcher ensemble pour avoir des garanties de sécurité. Par exemple, dans le cas de Java, il faut réfléchir non seulement au langage, mais aussi au compilateur qui produit des programmes de plus bas niveau, par exemple des bytecodes ou d'autres représentations intermédiaires, qui tournent dans une machine virtuelle. Dans le cas de .NET, on compile des langages venus de langages différents, des programmes venus de langages différents, C#, C++, Visual Basic, vers un format intermédiaire commun qui s'appelle MSIL ou tout simplement IL. Et tout cela est tourné dans le Common Language Runtime. Quelqu'un pourrait écrire des bytecodes ou des programmes de IL à la main ou avec d'autres outils que nos compilateurs auxquels nous faisons confiance. Et il se pourrait aussi qu'un attaquant le fasse. Or, les vérifications qui sont déposées au niveau des langages de haut niveau ne sont pas toujours présentes au niveau des bytecodes ou au niveau du IL. Par exemple, dans des versions de Microsoft IL très tôt, qui ont depuis été corrigées, améliorées, il était possible pour quelqu'un qui a un objet d'une sous-classe, comme Secure Widget, de faire un appel directement vers des méthodes de la superclasse, alors que cela n'était pas possible dans C#. Il y avait donc une différence entre les garanties du langage de haut niveau et celles du langage de bas niveau qui permettaient une attaque. Il y a bien d'autres exemples dans ce genre. Un article de Andrew Kennedy que je citerai tout à l'heure en fournit un certain nombre. Il s'applique à Java, C# et bien d'autres langages. Dans chaque cas, on peut dire que certaines équivalences observationnelles qui sont vraies dans le langage source, un langage comme C# ou Java, ne sont pas vraies une fois qu'on a traduit ce langage vers une implantation en bytecodes ou dans IL. En utilisant encore une fois le jargon de la théorie des langages de programmation, on peut dire que ces implantations ne sont pas fully abstractes, ne sont pas complètement abstraites, puisqu'elles cassent une équivalence. On peut faire du typage dans le langage d'en bas, dans le langage de l'implantation, et ce typage est évidemment très très utile, mais il n'est pas suffisant à garantir la sécurité. On peut pourtant se réjouir du fait que, tout au moins, des notions venues des langages de programmation nous permettent de comprendre ce type de problème, des notions comme équivalence observationnelle ou full abstraction, et éventuellement de considérer des alternatives. Une possibilité, bien sûr, est de garantir des sécurités des programmes en étudiant directement les programmes de bas niveau. Cela est parfois faisable. On peut aussi décider qu'on ne va pas étudier les programmes du tout, mais qu'on va faire confiance
aux fournisseurs de programmes qui les signent, et ça nous permet de ne pas avoir à faire de preuves. Bien sûr, cela n'est pas toujours satisfaisant. Dans d'autres cas, il est utile que l'implantation préserve tout au moins certaines propriétés de sécurité des langages de haut niveau. Par exemple, on pourrait exiger des versions limitées de full abstraction pour certaines constructions d'un langage. Ou on pourrait dire, en pensant au système de contrôle de flux d'information, qu'on voudrait garantir tout au moins le secret des données qui sont étiquetées comme étant secrètes, ce qui a été un sujet de recherche ces dernières années pour Tamara Resk, Gilles Barthes et d'autres. Ou encore, on pourrait dire qu'on veut préserver certaines garanties fondamentales sur le flot de contrôle. Par exemple, l'intégrité des flots de contrôle serait un bon point de départ. Je vais finir sur une remarque un peu générale qui s'applique non seulement à l'étude des langages de programmation dans ce contexte, mais aussi aux attaques de bas niveau. Des abstractions des modèles comme les appels de fonctions, les objets avec des composantes privées ou des canaux sécurisés apparaissent un peu partout en sécurité, enfin partout en informatique, et elles sont bien sûr très importantes et très utiles. Nous avons aussi un certain nombre d'implantations de ces abstractions, comme les piles, des vérifications statiques ou dynamiques pour les accès, ou encore des techniques cryptographiques. Il faut que ces techniques d'implantation soient sûres et qu'elles le soient, même si nos systèmes interagissent avec des environnements qui peuvent être hostiles et qui se placent en dehors des cadres que nous avons prévus. Quand on programme dans un langage comme C, on espère que les fonctions sont appelées et commencent à tourner à leur début et vont jusqu'à la fin. Alors que, comme nous l'avons vu, il est parfois possible pour un attaquant de commencer à exécuter un programme, non seulement à partir du milieu d'une fonction, mais même au milieu d'une instruction, ce qui est quand même assez choquant et veut dire qu'on ne peut pas juste penser au programme comme étant un ensemble de fonctions, il faut vraiment regarder au niveau de chaque instruction. Dans des langages de plus haut niveau, comme Java, on peut s'intéresser à des composantes privées, mais comme nous l'avons vu, parfois les traductions de ces langages vers des langages de plus bas niveau peuvent ne pas préserver ces notions de privacité. Donc, pour finir, quelques lectures pour vous. En ce qui concerne les attaques et les défenses de bas niveau, je vous recommande un article de Ulvar Erlingsson qui décrit tout ça, décrit à peu près l'état de l'art en 2007. Il n'y a pas les toutes dernières attaques, mais le monde n'a pas trop changé. Et c'est un excellent article pour avoir des détails sur ce que j'ai décrit aujourd'hui, généralement. Quant à la sécurité dans le langage de programmation, il y a un très vieil article de Jim Morris qui était pendant assez longtemps oublié, qu'on est en train de relire en ce moment, qui s'appelle Protection in Programming Languages. Il y a aussi un petit article avec des exemples très utiles d'Andrew Kennedy que je vous signale ici. Eh bien, avant de passer au séminaire, je veux juste vous rappeler que nous n'avons pas de cours la semaine prochaine et la suivante, et nous reprenons donc dans 3 semaines. Je veux aussi vous dire, ce n'était pas noté correctement sur la page web du cours, que certains des séminaires ne seront pas enregistrés, notamment le séminaire de Adi Shamir qui aura lieu vers le début du mois de mai, ne sera pas enregistré. Donc si vous voulez écouter Adi Shamir, il faudra que vous soyez physiquement présent dans la salle. Voilà. Donc pour le séminaire, je vais y passer tout de suite et puis éventuellement nous pourrons avoir des questions pour moi ou pour notre intervenant après la fin du séminaire si vous en avez le temps et l'envie. Aujourd'hui, le séminaire sera présenté par Butler Lampson, que voici. Il est bien sûr un des grands pionniers en sécurité informatique. J'ai déjà parlé de ce travaux un certain nombre de fois. Et aujourd'hui, il parlera des problèmes
d'isolation et d'usabilité et les rapports entre les deux. Butler.